Ce web café, un des derniers de la saison avant les vacances d'été, sur la loi de finances. Je crois qu'on l'a jamais fait aussi tard, cette loi de finances, qui arrivait, très tardivement comme vous avez pu le voir, hein. Et en plus de la surprise qu'on a eue sur l'avantage en nature que personne n'avait vu arriver. Donc, on va traiter les 2 sujets, au cours des 20 minutes que nous avons devant nous. C'est des sujets vraiment très intéressants. Alors pour une fois dans la loi de finances, vous allez le voir, hein, on n'a pas de grandes nouveautés, mais uniquement des ajustements. Pardon. Uniquement des ajustements, parce qu'effectivement, comme le gouvernement a été censuré plusieurs fois, ils n'ont pas eu le choix que d'ajuster ce qui existait déjà, plutôt que de produire de nouvelles lois qui auraient été censurées, qui auraient voilà. Donc, ils ont appris des erreurs du passé et puis ils ont plutôt, modifié ce qui existe déjà. Donc ce qui simplifie un peu les choses, même si vous allez le voir, hein, les changements ne sont pas anodins, notamment dans la politique un peu de restriction budgétaire qu'on peut avoir. Et donc, il y aura quand même un impact très important pour les entrepreneurs, pour nos clients, pour les entreprises. Donc voilà. Alors, euh, donc, comme je vous l'ai dit, loi de financement de la sécurité sociale, puis dans un second temps, on s'attaquera aux avantages en nature des véhicules, hein, pour bien comprendre. Alors vraiment, moi, j'ai passé je peux même dire des heures, je pense, à essayer de décortiquer les différents systèmes. Et je pense que ça sera pareil pour vous, hein. Il faudra effectivement passer un moment pour bien comprendre les distinctions entre les différents forfaits, les différentes périodes qui vont s'appliquer. Donc, effectivement, c'est pas évident. Alors, pour la réforme, principalement, ce qu'on peut retenir globalement, c'est que vous allez avoir une réduction des allègements un peu partout, hein. Normalement, comme vous le savez, alors j'ai juste regardé, j'ai apparemment un micro encore d'ouvert pour couper un des micros. Si vous avez des micros, il faudra juste les couper. Hop, normalement, c'est bon. Et donc, effectivement, globalement, ce que vous avez, c'est que toutes les réductions que vous avez sur les salaires vont être rabaissées pour faire des économies. Parce que vous savez, on a la fameuse réduction générale et la réduction Fillon qui existe depuis maintenant plus d'une décennie, qui vous permettent en fait d'avoir un allègement de cotisation sur les bas salaires. On appelait d'ailleurs ça même les trappes à bas salaire, parce que forcément, quand vous dépassez un certain niveau de rémunération sur vos salariés, ben, vous n'aviez plus le même niveau d'exonération de cotisation et donc le salarié vous coûtait beaucoup plus cher. Et à l'origine, le gouvernement, quand ils avaient mis en place ces allègements, c'était dans un optique inverse, c'était plutôt de se dire, bon, ben, il y a des métiers dans lesquels le salaire ne peut pas être plus élevé que, par exemple, 1,6 SMIC. Et donc, pour inciter les employeurs à embaucher tout en restant rentable, on a dit, bon, ben, jusqu'à 1,6 SMIC, vous allez avoir une exonération de charges accentuée par rapport à des salariés qui auraient un salaire plus élevé. Ils se sont rendus compte que du coup, beaucoup d'employeurs plafonnaient les salaires pour pas dépasser justement ces plafonds, d'où le fameux terme de trappe à bas salaire. Et le gouvernement, via cette loi de financement de la sécurité sociale, revient un peu dessus et modifie tout doucement le tir pour que, comme vous le voyez, hein, pour arriver en 2026 à un système de nouveau différent. Alors, le premier élément, c'est que, par exemple, sur la maladie, vous aviez des plafonds qui étaient jusqu'à 2,5 SMIC et des plafonds réduits à 2,25 SMIC. Et donc, à partir de 2026, ces réductions-là vont être supprimées. Alors, on le verra après dans un calcul, hein, mais ce qui inclut que finalement, sur les maladies, vous allez être moins bien remboursé pour le maintien de salaire de vos salariés. On le verra dans un des slides suivants. Allocation familiale, c'est pareil, hein, vous aviez un plafond qui était fixé actuellement à 3,5 SMIC pour bénéficier de la réduction de 1,8 points de cotisation d'allocation familiale. Le plafond passe de 3,5 à 3,3. Et donc, à terme, vous aurez également une suppression de cette fameuse réduction de 1,8 points. Donc, ça fait beaucoup de points. Là, vous voyez peut-être mieux sur la fiche de paye, mais sur une fiche de paye, vous avez effectivement toutes les lignes de cotisation, maladie, allocation familiale, etc., etc. Et donc, selon le salaire du salarié,
vous ne le voyez pas parce que ça n'apparaît pas sur le bulletin de paye, mais vous aviez des déductions, des réductions de cotisation qui s'appliquaient en fonction du montant du salaire. C'est de cette manière que parfois vous pouviez être étonné quand des salariés venaient chez vous fin d'année et vous disaient: «Ah ben mince, j'ai un salaire net plus faible que début d'année». Parce qu'effectivement, selon les primes que votre salarié peut avoir au courant de l'année, il peut être sous un plafond en début d'année et finalement, il touche une prime, au mois de décembre, hein, et finalement tous ses salaires sont relissés sur un plafond supérieur et là, il y a un rattrapage qui se fait au mois de décembre et là, le salarié touche beaucoup moins de salaire net. Et c'est comme ça qu'inversement, en janvier, il recommençait sur un plafond bas, le salaire net était de nouveau plus élevé et au fur et à mesure de l'année, en fonction de ses primes, eh ben, les plafonds étaient supprimés. Si maintenant vous avez un salarié qui a un salaire lisse toute l'année, il n'y a pas de répercussion, du coup par rapport aux allègements. Mais là, effectivement, vous ne le voyez pas, mais ces différents points ont un impact sur le montant des charges que vous avez sur un bulletin de paye. Et le dernier point, vous l'avez avec l'allègement général des cotisations patronales et donc là aussi, vous aviez avant un plafond, enfin actuellement un plafond à 1,6 SMIC des rémunérations qui sont éligibles, hein, donc les fameux straps à bas salaire dont je vous parlais avant, hein, puisque jusqu'à ce niveau de 1,6 SMIC, vous avez des réductions de cotisations conséquentes sur le salaire de vos salariés. Alors, 2 points importants, c'est qu'à partir de 2026, le plafond ne sera plus à 1,6 SMIC pour bénéficier de ces allègements, mais sera porté à 3 SMIC. Donc, dans un premier temps, vous pouvez vous dire: «Ah bah, c'est plutôt une bonne nouvelle». Ça veut dire que, bah, finalement, jusqu'à 3 SMIC, je vais avoir des allègements, de cotisations. Donc, d'un côté, oui, c'est certain. De l'autre côté, non, parce que, forcément, les allègements seront moins importants que ce que vous avez actuellement et c'est effectivement pour éviter que vous avez ces fameux plafonds de verre à ne pas dépasser en vous disant: «Ben, mon salarié, cette fois-ci, jusqu'à 3 SMIC, bah, il aura quand même une réduction de cotisation. Ils ont même évoqué un moment potentiellement de mettre une exonération de cotisation plus élevée de nouveau au-dessus de 3 SMIC pour justement inciter et dire: «Bon, bah, plus le salaire est élevé et plus l'exonération sera intéressante pour vos salariés». Ça a sans doute d'autres effets négatifs, mais en tout cas, le gouvernement a décidé d'inverser sa politique et de se dire: «Bon, ben, on va plutôt faire moins de réduction de cotisation, au début, mais en faire une plus longue, en fait, sur un salaire plus important, plutôt que de tout mettre avant les 1,6 SMIC». L'autre point important, c'est notamment par rapport à la PPV, c'est l'élément en rouge que vous voyez sur le slide, hein, présent à l'écran. C'est que, désormais, la PPV est intégrée dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Avant, la PPV n'entrait pas dans ce fameux calcul de plafond. Donc dans les 1,6 SMIC, dont on parle, hein, vous n'aviez pas, la PPV qui rentrait dedans. C'est-à-dire que si vous versiez une PPV de 3 000 € au mois de décembre, et ben, les plafonds n'étaient pas impactés et donc vous gardiez toujours le bénéfice de cette réduction de cotisation. Sauf que le gouvernement s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, ben, des employeurs ont versé des salaires bas en se disant: «Bah, moi, je vais compenser en versant une PPV importante fin d'année». Donc plutôt que de donner un salaire à 1,7 SMIC, par exemple, à un salarié, les employeurs disaient: «Ben, moi, je te verse que 1,5 et puis, je compense avec une PPV fin d'année. Comme ça, au final, tu seras bien à 1,7, mais moi, je garde le bénéfice de la réduction générale». Et donc le gouvernement, hem toujours dans cette, alors attendez, je recoupe encore des micros. Si on va juste penser à couper vos micros. Voilà. Donc le gouvernement a remarqué ce point et donc a décidé de l'intégrer, afin que, ben, le montant de la PPV, ne soit pas en fait finalement un salaire déguisé pour continuer à bénéficier des exonérations et c'était pour eux plus juste de se dire: «Bon, ben, si vous êtes 1,6 SMIC, c'est 1,6 SMIC toute l'année et c'est pas seulement 11 mois sur 12 et le 12e mois, on vous met un paquet de primes». Donc là, c'est important et ça va certainement changer votre manière de voir, élément utiliser pour rémunérer vos salariés, hein. Par exemple, est-ce que j'utilise un intéressement ou est-ce que j'utilise une PPV? Notamment, l'intéressement n'entre pas dans le calcul de cette réduction générale. Donc c'est vrai que maintenant, on va pouvoir arbitrer peut-être différemment et de se dire: «Ben, si moi je veux verser une PPV, ou de l'intéressement à mes salariés, va falloir peut-être que je vérifie quelle est la masse salariale ou quel est le salaire moyen de mes salariés. Par exemple, si
une partie importante de vos salariés gagne au-delà de 1,6 SMIC, ça signifie que finalement, vous avez que très peu d'exonération de cotisation puisqu'ils sont au-dessus du plafond des 1,6 SMIC. Dans ce cas, on pourrait avoir tendance à vous conseiller verser une PPV. Parce que la PPV, c'est immédiat, c'est beaucoup plus pratique à verser. Vous pouvez décider aujourd'hui de la verser demain. Vous pouvez plus facilement moduler le montant. Vous êtes moins contraint qu'avec l'intéressement. Alors que si vous avez une population de salariés qui sont avec un salaire sous 1,6 SMIC, on aura tendance à vous dire, optez peut-être plus pour de l'intéressement qui ne rentrera pas en compte dans le total du salaire qui est soumis à la réduction générale. Et donc, vous continuez à bénéficier des plafonds malgré une prime d'intéressement qui pourrait être très élevée. Donc, on voit que c'est pas anodin, ça a des répercussions sur vraiment plusieurs éléments et les arbitrages ne sont pas toujours évidents à faire. Euh, alors, comme je le disais avant, un impact important au niveau du maintien de salaire en cas de maladie, c'est que le cas général, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, vous avez en indemnisation de la sécurité sociale sur un arrêt de maladie, hormis carence et maintien de salaire en Alsace-Moselle, 50% que vous recevez du salaire dans la limite de 1,8 SMIC. Donc, si le salarié touche 2000 euros, vous touchez 1000 euros, par exemple, de sécurité sociale, d'IJSS, et vous devez maintenir, dans certains cas, la totalité ou une partie du reste. Et ben, à partir depuis le 1er avril 2025, ce qui change, c'est que en fait, le plafond est basé sur 1,4 SMIC. Donc cette fois-ci, plutôt que d'avoir 50% de 1,8 au maximum, vous aurez que 50% de 1,4 SMIC. Et donc, le reste à charge pour l'employeur sera beaucoup plus élevé qu'auparavant, ce qui va inclure également d'autres éléments, c'est-à-dire que vous, si vous avez un fort taux de maladie, vous allez avoir en tant qu'entrepreneur, employeur, un niveau de maintien supérieur, donc des coûts supplémentaires pour vous. Potentiellement, si vous avez une prévoyance qui prend le relais, la prévoyance va avoir un coût supplémentaire pour vous parce que la prévoyance, maintenant, elle va prendre un relais à partir de 1,4 SMIC au lieu de 1,8. Donc demain, la prévoyance va vous contacter, va vous dire, bon, avant, votre cotisation annuelle était de X, désormais, elle sera plus élevée parce que nous, on prend en charge euh, beaucoup plus. Alors que de l'autre côté, vous ne payez pas moins de cotisations sur la fiche de paye pour la maladie. Donc, les cotisations, vous payez toujours aussi cher pour la maladie, mais vous êtes moins bien remboursé. Donc, l'impact aussi ici est conséquent, toujours dans cet objectif de restriction budgétaire, de faire des économies par rapport au trou de la sécurité sociale. Un autre élément un peu moins important, mais qui a tout de même son rôle sur ces nouveautés, c'est au niveau de la procédure de la saisie des rémunérations. Ça faisait un moment, pardon, que c'était dans les tuyaux, de simplifier un peu ce système de saisie des rémunérations, parce que précédemment, l'huissier, qui est désormais le commissaire de justice, était assez contraint, devait repasser par le tribunal une ou deux fois afin de pouvoir enfin saisir les éléments sur le compte bancaire du salarié où vous demandez de faire les versements. Parce que tout type de créancier peut venir auprès de l'employeur pour récupérer des fonds, que ce soit l'État, que ce soit un autre créancier qui contacterait un commissaire de justice pour récupérer les fonds. Le commissaire de justice est libre désormais de contacter l'employeur et de faire toute sa procédure quasiment intégralement sans passer par le tribunal. Donc, ce qui change, c'est que désormais, vous avez un commandement payé par commissaire de justice, un PV de saisie des rémunérations, donc un procès-verbal dans lequel le commissaire de justice va étaler un peu le montant du paiement, etc., etc. Alors, je recoupe encore les micros, décidément. Information à transmettre à l'employeur et au créancier du commissaire de justice. Donc, il doit effectivement transmettre des informations assez claires. Et ensuite, il pourra opérer des saisies directement et les répartir au niveau du salaire du salarié. Ce qui ne change pas, c'est la quotité qui est saisissable, les règles de fraction et l'interdiction des saisies conservatoires. Donc c'est vraiment simplification des procédures pour désengorger les tribunaux plutôt que de passer 5 fois par eux. Les commissaires de justice ont généralement l'autorité pour faire leurs actes, sachant qu'on peut les remettre également en cause. On peut très bien faire un contentieux à un commissaire de justice qui aurait mal fait son travail. Charge sociale sur les apprentis.
Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour passer plus de temps sur les avantages en nature. Là aussi, vous avez donc toujours une baisse de la prise en charge, hein. Avant, vous aviez une exonération de cotisation à hauteur de 79 du SMIC et elle passe désormais à 50 pour les contrats qui sont conclus. Alors, au départ, dans le texte, il était mentionné que c'était les contrats conclus à partir du 1er mars et le boss a précisé récemment qu'en fait, c'est les contrats qui ont commencé le 1er mars. C'est-à-dire que si vous avez conclu un contrat en février mais qu'il a commencé après le 1er mars, eh ben, vous êtes soumis à la nouvelle réglementation et non pas à l'ancienne. Généralement, on est très peu concerné parce que généralement, les contrats d'apprentissage commencent en septembre et beaucoup moins en mars, hein. Mais ça peut avoir son rôle à jouer. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le début du contrat et non pas la date de signature. Ensuite, vous avez également les titres restaurants, donc c'était pas encore officiel, hein, mais vous avez bien la possibilité d'utiliser vos tickets restaurants pour d'autres éléments que, que les repas au restaurant, hein. Vous pouvez faire les courses avec, ce qui était prévu avant et qui est reprolongé encore une fois, désormais. Au niveau des aides à l'apprentissage, vous avez également un changement. Alors, je vous ai mis les trois éléments. C'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Le gouvernement aime bien mettre en place des règles d'année en année qui évoluent. On a du mal à s'y retrouver. Donc l'aide exceptionnelle, est passée de 6 000 € sur des bac+7 à 6 000 € sur des bac+4 et plus aux plus de 250 salariés. Et finalement, depuis fin février, on est sur une aide exceptionnelle à 5 000 € et non plus 6 000 pour les entreprises de moins de 250 salariés jusqu'à un niveau bac+5. Au début, dans les textes d'origine, il était prévu de le faire que pour les bac+3, je crois, ou bac+2. Et finalement, le gouvernement, suite à des négociations des différents partis politiques, ont décidé de mettre à bac+5 et de le réouvrir pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, ça peut être intéressant, hein, pour une première année de contrat, pas pour une deuxième, hein, ou pour un apprenti que vous avez déjà. Mais effectivement, si vous souhaitez prendre des apprentis, il peut être intéressant de se renseigner auprès de l'école si effectivement vous rentrez bien dans le cadre de la prise en charge de l'aide exceptionnelle pour bénéficier des 5 000 €, parce que si vous comparez avec un pourcentage du SMIC, vous pouvez potentiellement avoir plus de 50 sur l'année du salaire de l'apprenti qui est pris en charge grâce à cette aide, hein. Donc, il peut y avoir effectivement son intérêt. Ensuite, sur l'avantage en nature des véhicules. Alors là, c'est un morceau assez intéressant. Je vous rappelle rapidement l'ancienne règle parce qu'il faut bien connaître l'ancienne avant de se projeter sur la nouvelle. Vous avez déjà de manière simple plusieurs éléments. Donc c'est soit vous payez le carburant du salarié à titre personnel ou vous ne le payez pas, soit vous louez le véhicule ou vous l'avez acheté. Globalement, c'est un peu ce qu'il faut retenir et vont se rajouter encore une fois une réduction du montant de l'avantage en nature si le véhicule est 100 électrique. Mais globalement, vous avez ces 4 cas, sachant que les règles vont être différentes selon que si le véhicule a été mis à disposition du salarié avant le 1er février ou après le 1er février. Donc vous voyez, ça fait finalement 4 règles différentes qui se dupliquent par rapport à avant ou après, donc ça fait plutôt 8 règles qui vont coexister. Et on rajoute encore une fois l'abattement pour le véhicule électrique, donc ça fait quasiment 10 règles à retenir. Il faut savoir dans laquelle on est, il faut bien la calculer parce que l'URSSAF ne va pas vous louper si effectivement vous êtes pas bon là-dessus. Donc, de manière simple, le véhicule est acheté par l'entreprise avant le 1er février. Donc que ce soit clair avant de continuer, vous avez acheté le véhicule avant, vous l'avez mis à disposition avant, la règle ne change pas, vous restez sur l'ancienne règle. La règle ne change pas au 1er février pour les véhicules déjà mis à disposition, auprès de vos salariés. Si vous aviez mis, un véhicule à disposition d'un salarié, que vous prenez ce même véhicule et que vous le mettez à disposition d'un autre salarié, après le 1er février, la règle change et vous n'aurez plus, les 9 ou les 6 mais vous aurez les 15 ou les 10 si vous ne prenez pas en charge le carburant. Donc, là aussi, faites attention de ne pas changer les véhicules d'interlocuteur parce que du coup la règle va changer aussi. Le mieux, c'est de ne plus toucher, si vous n'êtes pas dans une optique de changement de flotte de véhicules. Donc, véhicule acheté par l'entreprise, l'employeur ne prend pas en charge le carburant. Si le véhicule est neuf, c'est 9 Si le véhicule a plus de 5 ans, l'avantage passe à 6 du coût d'achat du véhicule. Après le 1er février, c'est la même règle, sauf que l'avantage en nature passe à 15 s'il a moins de 5 ans et à 10 si le véhicule a plus de 5 ans.
Donc en fait, vous prenez le coût du véhicule, vous faites 10% de ce montant, il y aura des exemples un peu plus loin, hein, et on prendra les questions-réponses dans la conversation aussi à la fin. Et vous prenez ce montant, vous faites 10%, vous le divisez par 12 mois et vous avez le montant de l'avantage en nature que vous devez impacter sur la fiche de paie de votre salarié. Véhicule acheté par l'entreprise, et cette fois-ci, vous prenez en charge le carburant. Donc là, forcément, le pourcentage est évalué à la hausse, hein. Et donc là, on passe de 12% du coût d'achat et à 9% quand les véhicules a plus de 5 ans, pardon, décidément. Si vous prenez en charge le carburant, là, on passe à 20% au lieu de 12%. Au lieu de 15%, pardon. Donc vous voyez comme le gap est élevé, hein, entre 9 et 15 et 12 et 20, le coût est colossal sur une année, hein, plus le véhicule est cher et plus ça va vous coûter cher. Donc on voit bien ici que le gouvernement va impacter plus sévèrement les avantages en nature, hein, qui n'avaient pas été touchés depuis, je crois, quasiment 20 ans, hein. C'est vrai que ça faisait 20 ans qu'on avait cette règle-là, et là le gouvernement vient dire, bon ben, on n'est plus bon, on va rehausser les avantages en nature. Peut-être que dans les statistiques, on a une hausse aussi peut-être considérable des avantages en nature et que le gouvernement s'est dit qu'il fallait. Merci, Michael. Donc depuis 2023, hein, 2003. Donc effectivement, ça fait 20 ans qu'on avait ce système précédemment. Voilà, donc il y a une modification. Vous verrez que le gouvernement va vous inciter à prendre des véhicules 100% électriques. Ici, donc, on était dans le cas avant du véhicule acheté. Là, on passe dans le cas du véhicule loué. Un véhicule loué va coûter plus cher que si c'est un véhicule acheté. Donc ici, l'employeur ne prend pas en charge le carburant du salarié à titre personnel, donc ce qui nécessite en fait de tenir un carnet de bord, hein, avec le nombre de kilomètres faits à titre personnel afin de pouvoir les défalquer, mais ça on le verra après. Mais forcément, c'est une tenue beaucoup plus rigoureuse. On a énormément de clients qui, à un moment, passaient par ce système non forfaitisé en fait, hein, où vous devez avoir vraiment un planning avec les kilomètres faits. Et systématiquement, quasiment systématiquement, il y avait des redressements URSSAF et beaucoup de clients ont fait le choix de passer sur les forfaits qui coûtent certes plus cher, mais qui sont moins chronophages et moins risqués en termes de surcoût. Euh, euh, Véhicule loué par l'entreprise avec prise en charge du carburant. Donc là, on passe à 40%, comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant du véhicule. Parce que forcément, comme dans le premier cas, le carburant n'est pas pris en charge, on ne le compte pas. Mais dans ce cas-là, comme l'employeur paye le carburant aussi à titre personnel, eh ben, il faut le rajouter dans l'avantage en nature. Et donc, ça va être 40% d'un montant plus élevé que dans la première situation, puisque l'employeur prend en charge le carburant, ce qui n'est pas négligeable, hein, du salarié quand il se rend sur son lieu de travail ou même quand il va faire les courses, quand il va chez des amis le week-end, etc., etc. À partir du 1er février ou depuis le 1er février, euh, cette fois-ci, le gap est aussi colossal, hein. On passe de 30% à 50% et de 40% à 67%. C'est énorme, hein. Donc, et effectivement, on a quand même énormément de clients ou de cas où les véhicules sont loués et non achetés, où vous payez effectivement avant 40% et là vous passez à 67% du coût global, entretien, assurance, parce que généralement, en plus, le loueur, hein, propose l'assurance qui va avec, l'entretien qui va avec, et vous payez le carburant euh, du véhicule. Donc là, on est vraiment sur des montants très élevés. Alors, pour l'abattement sur les véhicules électriques, donc ça ne concerne que les véhicules 100% électriques, donc pas les véhicules hybrides, et seulement dans le cadre d'un éco-score. Parce qu'effectivement, le gouvernement, encore une fois, veut éviter que, euh, enfin, souhaite que les règles écologiques soient respectées, c'est-à-dire si vous prenez un véhicule 100% électrique, mais qu'il s'agit d'un 4x4 dont la conception a pollué énormément, ça ne rentre pas dans l'éco-score. Donc vous avez une liste, hein, qui est faite par le gouvernement, que vous retrouvez sur Internet, hein, avec tous les véhicules qui font partie de cet éco-score-là. Globalement, toutes les grosses voitures 4x4, très très gros crossover ne rentrent pas dedans.
Donc, faut faire attention aussi, hein, parce que faut pas simplement, un vendeur auto va vouloir vous vendre un véhicule, il va dire oui, oui, c'est OK. Et finalement, votre comptable va vous dire, ah bah non, regardez, vous n'êtes pas dans l'éco-score. Certes, vous avez pris un véhicule électrique, mais en plus, vous bénéficiez pas de l'abattement de 70% qui va s'appliquer. Alors, pourquoi tout d'un coup cette réforme? Alors, il y a plusieurs cas, hein, enfin, plusieurs informations qu'on peut avoir et qui poussent à aller dans ce sens-là. C'est déjà que la France, si vous ne le savez pas, vient de terminer une méga, même une giga usine de batteries dans le nord de la France. Et donc forcément, pour inciter à la conception des véhicules électriques, ben, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les charges sur les véhicules thermiques pour pousser les employeurs à prendre des véhicules électriques pour faire tourner cette giga usine qui est dans le nord de la France. Ça va générer des emplois, ça va générer des revenus pour le gouvernement. Et donc, il y a une très grosse partie, effectivement, cette giga-usine est apparue début d'année. Et donc, comme par hasard, le gouvernement, après l'arrivée de cette giga-usine de batteries électriques, a décidé de modifier le... alors, j'ai perdu le support, je le récupère, voilà. Donc le gouvernement effectivement a mis ses 70%. Mais après il ne faut pas être dupe parce que forcément, là c'est bien beau, vous appliquez sur les calculs qu'on a fait avant 70% de réduction ou 50%, mais bien sûr, il faut s'attendre à ce que dans les années à venir, une fois que tout le monde sera passé sur de l'électrique, le gouvernement bien sûr ne vous laissera pas les moins 70%, c'est quasiment certain, et ils vont aussi diminuer cet avantage-là pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, tout en s'étant assuré que tout le monde est passé sur de l'électrique. Donc attention, pour l'instant c'est le cas, mais certainement que l'avantage diminuera avec les années. Sans doute pas cette année ni l'année prochaine, mais en tout cas ça viendra avec le temps. Euh, et donc, ce montant s'applique simplement sur ce qu'on a calculé avant, hein, donc les 40% ou les 12% si le véhicule est acheté. Sur le résultat que vous trouvez, vous imputez 70%, sachant que le gouvernement a également indiqué que le carburant sur les véhicules électriques, du coup les recharges électriques, ne sont pas prises en compte dans l'avantage en nature. C'est-à-dire que si vous, employeur, vous payez les recharges électriques de vos salariés, peu importe si c'est du pro ou du perso, on n'en tient pas compte dans l'avantage en nature. C'est notamment toujours le cas, hein, si vous l'avez vu sur les précédents textes, si vous installez une borne de recharge sur le lieu de travail, les salariés peuvent se mettre dessus gratuitement. En tout cas, c'est pas un avantage en nature, les recharges gratuites que vous leur fournissez à partir de l'entreprise. Et donc, dans ce cas-là, on n'appliquera pas les 50%, puisque ici, on n'a aucun intérêt à scinder entre trajet perso et pro sur les véhicules électriques, puisque de toute façon, on ne les compte pas. Donc, autant appliquer les moins 70% pour le moment et ne pas tenir compte des 50%, mais on le verra dans un exemple de calcul juste après. Euh, voilà, le reste, j'ai dit, hein, donc effectivement, faire bien attention au changement de date et au changement de véhicule. Donc là, je vous ai pris deux exemples. On va les récapituler. C'est les règles qu'on vient de voir. Il faudra les revoir à tête reposée, hein. C'est pas si compliqué, mais il faut bien avoir le calcul détaillé en tête. Donc, l'employeur achète un véhicule 100% électrique à 42 000 euros. Ce dernier a un éco-score conforme, c'est ce que je vous ai dit, hein, donc il est bien dans la liste des véhicules. À ce prix, il a acheté le véhicule. On ajoute l'assurance que l'entreprise prend en charge. Si c'est le salarié qui prend en charge l'assurance, bien entendu, on ne le rajoute pas. Mais dans la mesure où l'employeur prend en charge l'assurance pour les trajets perso, ben, c'est un avantage en nature, il faut le rajouter dans le total. On rajoute les frais d'entretien qui sont aussi un avantage en nature et on arrive à un global de 44 700 euros pour le véhicule qu'on va mettre à disposition du salarié. Donc, avec l'application du régime de faveur, hein, comme il s'agit d'un véhicule 100% électrique, on arrive à un avantage sur l'année de 2123 euros. Comment on arrive à ce résultat? Donc, comme on l'a vu précédemment dans les slides, on met à disposition du salarié un véhicule acheté. On prend en charge la recharge électrique, mais comme on n'en tient pas compte, comme on a actuellement une exonération dessus, on ne prend pas le forfait à 20%, mais on prend le forfait à 15%. Donc, l'avantage en nature représente 15% finalement de 44 700 euros, ce qui fait 6 700 euros de total. À ce total-là,
on va déduire les 70% de remise dont je viens vous parler. Donc, on n'applique pas les 50% de remise, puisque on a dit que le gouvernement euh, ne prenait pas en compte la prise en charge des recharges que vous offrez à vos salariés. Donc, on part sur les 70% de remise, hein, sur ces 6 700, et on arrive à 4 693 euros. Sauf que dans le texte, il est précisé que la réduction des 70% ne peut jamais être supérieure à 4 582 euros. Parce qu'effectivement, peut-être que vous allez avoir des véhicules très haut de gamme et le gouvernement ne veut pas appliquer 70% sur un avantage en nature à 10 000 euros, sans pouvoir le plafonner. Donc là, on plafonne à 4 582. C'est pour ça que je ne retiens pas 4 693, mais les plafonds de la loi de 4 582. Donc, je fais l'avantage en nature de 6 705 qu'on a calculé avant, donc les fameux 15% du total, auquel je déduis l'abattement maximal de 4 582 euros, et j'arrive bien aux 2 123 euros par an, que je divise par 12 mois de l'année, et j'arrive à un avantage en nature de 177 euros par mois, pour un avantage total de 44 700. Donc, si vous avez déjà des avantages en nature chez vous, thermique, je pense que vous constatez très rapidement l'écart colossal qu'il peut y avoir. Parce qu'on est rarement sous 300 euros avec un avantage thermique, parfois légèrement sous les 300 euros, mais c'est très rare. Donc vous faites ça rien que fois 12 mois, hein, vous êtes déjà du simple au double grâce à cet abattement de 70% que vous avez sur les véhicules thermiques. Le second exemple, donc là, l'employeur n'achète pas, mais loue un véhicule 100% électrique. Donc là, le coût de la location annuelle est de 14 175 euros. On rajoute l'assurance à 1 000 euros, l'entretien à 1 700 euros, pour un global de 16 875 euros. Encore une fois ici, on ne rajoute pas le prix de la recharge puisque le gouvernement a fait une exception, comme je vous l'ai dit avant. Donc on ne rajoute pas le prix du carburant, enfin pardon, de la recharge pris en charge par l'employeur. Et donc toujours avec l'abattement qu'on applique, comme c'est un véhicule loué, on va prendre 50% du total des 16 875 euros. Donc les 50% nous amène à 8 437 euros d'avantage en nature. On applique la même réduction de 70% qu'on a vu avant, et non pas les 50%, parce que comme je vous l'ai dit, il faudra prendre en compte plus tard, selon que le gouvernement ne vous exonère plus des recharges, hein. Donc peut-être qu'un jour vous aurez des bornes, et quand les salariés se mettront dessus, il faudra pouvoir justifier combien le salarié a finalement rechargé sur les deniers de l'entreprise. Mais actuellement, comme ce n'est pas le cas, on applique les moins 70%. On est au-delà du plafond avec 5 900, on redescend sur le plafond maximal de 4 582, pardon, et donc on arrive à un avantage en nature de 3 855 euros sur l'année, divisé par 12, on arrive à 321 euros. Donc comme je vous l'ai dit, souvent en location, on est quand même plus cher que à l'achat. Mais c'est aussi parce que souvent en location, c'est des véhicules neufs que vous gardez maximum 2 3 ans, alors que des véhicules achetés, hein, vous pouvez les garder plusieurs années. Et donc, c'est pour ça aussi que le coût est moins cher, hein, parce que le salarié roule avec une voiture plus ancienne qu'une voiture en leasing qui souvent est plus moderne et qui est changée plus récemment, plus fréquemment, pardon. Euh, donc voilà pour les règles. Il faudra vraiment repasser à tête reposée dessus. J'ai déjà légèrement dépassé le temps, mais un dernier slide très important pour savoir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller. Alors, faut-il passer sur une flotte de véhicules 100% électriques? Déjà, il faut voir quel coût. Est-ce que vous avez 50 véhicules? Est-ce que vous n'en avez que 2 ou 3? C'est déjà un point important. Le rehaussement de l'évaluation forfaitaire induit forcément une augmentation des coûts pour l'employeur. Et donc, on peut se poser deux questions. Euh, alors, euh, pour ceux bénéficiant de la mise à disposition d'un véhicule dans le cadre d'un parcage de rémunération, c'est-à-dire que vous avez convenu d'un salarié, bon bah écoute, tu roules pas trop, mais dans ta REM, on va prévoir un véhicule. Le mieux, c'est de passer sur un véhicule électrique. Parce que le salarié ne roule pas forcément beaucoup. Ça va vous coûter cher à vous et à lui. Donc autant essayer de passer sur un véhicule électrique. Ça coûtera moins cher à tout le monde. Et actuellement, l'autonomie des véhicules ne posera pas de problème si le salarié ne roule pas énormément. Par contre, si c'est un vrai outil de travail qu'il utilise beaucoup, là, on pourra se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup? Peut-être que je reste sur du thermique pour permettre à mon salarié de faire le plein d'essence et pas attendre 3 heures que la recharge se fasse. Et
surtout s'il roule beaucoup, vous allez pouvoir passer non pas sur le forfait, mais sur, le montant qu'on a vu, plutôt, individualisé, c'est-à-dire qu'on va déduire les trajets, faits à titre personnel par, le salarié. J'ai l'exemple juste en dessous que je vais reprendre, puisque finalement, du coup, si le salarié roule beaucoup, l'avantage en nature sur les véhicules, sur les kilomètres qu'il fait à titre personnel n'est pas énorme par rapport à ce qu'il fait à titre pro. Faut-il opter pour une évaluation au réel, de l'avantage en nature? Donc j'ai répondu en partie à la question. Donc à systématiser pour les salariés qui roulent beaucoup, parce qu'effectivement, si je prends l'exemple, à partir de la deuxième ligne, vous avez un commercial qui, roule 30 000 kilomètres à titre professionnel et 10 000 à titre personnel. Il prend à sa charge son carburant à titre personnel, ben, on retiendra que finalement 25, les 10 000 kilomètres sur un total de 40 000, soit 25 du coût global au lieu de 50, ce qui va faire baisser de manière très conséquente l'avantage en nature. Mais la contrepartie, c'est que vous allez devoir avoir un carnet de bord précis. Il va devoir noter les kilomètres qu'il fait à titre personnel et professionnel en mettant les dates. Le 7 avril, je suis allé à la Sécale, j'ai fait 50 kilomètres aller-retour, pour avoir un tracé précis. De cette manière, en cas de, contre l'URSSAF, vous allez pouvoir justifier que vous n'avez rien payé au salarié et qu'il a pris en charge, ses frais personnels sur l'avantage en nature. Et ça nécessite aussi de recalculer tous les ans l'avantage en nature parce que du coup, forcément, comme vous ne pouvez pas anticiper le nombre de kilomètres qu'il va faire, et ben, il faudra, fin d'année, faire une régularisation sur le montant que vous avez généralisé toute l'année. Voilà, donc pour résumer, le salarié roule pas beaucoup, passer sur un véhicule électrique. Le salarié roule beaucoup, passer sur une individualisation du et non pas sur un forfait et vous pouvez rester potentiellement sur du thermique, sauf si, vous avez un véhicule qui a une très grande autonomie. Alors je vais rapidement prendre les questions. Hem, Peut-on appliquer le pourcentage de 12 sur sur la base d'un véhicule acheté alors qu'il est, loué? Non, on a vraiment les 2 règles, hein, si c'est loué ou acheté, vous n'avez pas les mêmes pourcentages qui s'appliquent et de même que vous n'avez pas la même prise en charge, hein, parce que dans un cas, on ne compte pas le carburant, dans l'autre cas, vous prenez le carburant. Donc en fait, vous n'avez pas le choix, hein. Vous êtes obligé d'appliquer, les nouveaux montants. Hem, alors ensuite, pour ajouter la valeur du carburant personnel, faut-il demander aux salariés de faire suivre les tickets payés avec la carte perso ou pro? Oui, non, si vous n'êtes pas sur un forfait et que du coup l'employeur ne prend pas en charge la totalité, il faut être en mesure de dissocier les 2 et donc vous pouvez très bien rembourser l'indemnité kilométrique aux salariés pour ces trajets, pro. Comme les salariés le font quand ils ont pas de véhicule, hein. Quand vous avez un salarié qui a pas de véhicule, il peut rouler à titre, pro et puis vous lui remboursez des ICA, ça passe pas sur fiche de paye ou pas nécessairement. En tout cas, il y a pas de charge sociale dessus. Alors, je crois qu'il y a pas d'autres questions. Alors, page 10, j'aurais mentionné quelque chose. Alors, je reprends juste slide 10 pour ceux qui peuvent encore rester parmi nous. Alors, page 10, alors, page 10, c'est marqué l'inverse. Alors Ouais, Alex, tu peux ouvrir le micro si tu veux parler pour expliciter ta demande. Je vois pas trop ce que tu veux dire Oui. avec. En haut à gauche, il y a un petit encart plafonnement à l'avantage en nature véhicule acheté. oui, 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 oui. En fait, effectivement, j'ai pas précisé cet aspect quand je suis passé dessus, mais le gouvernement, plafonne l'avantage en nature, aux véhicules achetés. Donc, si effectivement vous êtes trop haut, enfin vous êtes plus haut sur la location, il faut faire effectivement le comparatif avec l'avantage en nature sur un véhicule acheté et vous pouvez appliquer le montant, du véhicule acheté. Je ne l'ai pas précisé et c'est effectivement très important de le souligner parce que, il y a effectivement un plafond, c'est une souplesse, qu'on Et, a sur le et, système. et donc, si j'ai un véhicule qui avait été pris en location avant le 1er février
et que je fais l'avantage en nature, on va dire pour 2026, pour appliquer cette règle de plafonnement, est-ce que je prends les 12% ou les 20%? Avant, non, alors c'est 12%. Si c'était avant le 1er février, on prend 12%. Tant que le véhicule ne bouge pas, on garde le même système. Si en 2035, le salarié a toujours le même véhicule avant février 2025, il gardera toujours les 12%. Enfin, les 9 ou les 12%. On ne change rien. La question avait été soulevée parce qu'effectivement, on trouvait qu'il y avait une égalité de traitement entre les salariés, hein, selon quand vous avez eu votre véhicule. Et le boss est venu préciser que, en fait, les deux systèmes coexistent bien. Donc pendant X années, on va avoir potentiellement les deux régimes qui vont s'appliquer. Juste Maxime, pour répondre à la question encore de Madame Damas, concernant la valeur du carburant personnel, faut-il demander aux salariés de faire suivre les tickets payés avec la carte perso ou pro? Je pense qu'effectivement, quand on veut être au réel et qu'on n'est pas sur le régime du forfait, il faut pouvoir justifier du carburant qui a été utilisé à titre privé pour décompter l'avantage en nature du véhicule. Oui. Oui, en tout cas, il faudra le ticket, mais il faut aussi le nombre de kilomètres par déplacement, parce que le ticket ne justifie pas que le salarié n'a pas utilisé le véhicule à titre personnel. Parce qu'en fait, normalement, on rembourse pas un ticket, on rembourse des ICA quand c'est le véhicule personnel du salarié. Parce que les ICA tiennent compte de l'usure du véhicule, parce que le salarié prend son véhicule et il fait 30 000 km à l'année, vous lui payez que le carburant, entre guillemets, c'est pas super clean pour lui parce qu'il va devoir payer des nouveaux pneus, etc., etc. Donc généralement, on rembourse pas des tickets, sauf si c'est le véhicule de l'entreprise, hein, mais on rembourse des ICA. Maintenant, si dans certains cas, des salariés prennent leur véhicule et qui vous donnent quand même le ticket, dans ce cas-là, il faut quand même justifier que ce ticket correspond qu'à des kilomètres professionnels et que vous ne lui avez pas payé les trajets domicile-travail. Oui, d'accord, ouais. C'est pour l'évaluation de l'avantage en nature au réel, quoi, en fait. Oui, Si je peux me permettre juste, excusez-moi. oui, Sur la slide, là, justement, où vous avez la ligne en rouge, vous mentionnez que pour calculer le pourcentage, il faut qu'on tienne compte du loyer annuel, de l'assurance, de la location et du carburant du véhicule à titre personnel. C'est plutôt ça, en fait. Ça veut dire déjà, un, qu'on le fait a posteriori, c'est-à-dire l'année d'après sur l'année qui vient de passer. Comment on fait pour réintégrer cette valeur de carburant du véhicule? En général, on fait une régularisation tout à la fin de l'année quand on a fait le calcul, hein, si je m'abuse, mais je laisse Maxime répondre. oui. Non, non, c'est ça. Généralement, on fait une régularisation en fin d'année. Alors, il y a beaucoup de clients, parce qu'en fait, la règle n'est pas évidente. Parce que là, dans ce cas-là, vous voyez que quand le véhicule est loué, on prend en compte le carburant du véhicule. Alors que si je vais sur la slide précédente, quand le véhicule est acheté, on parle de coût d'achat du véhicule et non plus avec les frais qui s'y ajoutent. Et donc là, encore une fois, le gouvernement a fait une distinction entre quand vous achetez le véhicule et quand il est loué. Et souvent, on a pas mal d'entreprises en fait qui partent de 67% seulement du coût d'achat ou du coût de location du véhicule. Certains contrôleurs URSSAF, ne connaissant pas bien la règle, ne redressent pas. Mais dans les textes, il est bien mentionné, j'ai repris un copier-coller des textes, hein. Dans les textes officiels, il y a bien marqué 67% du coût global comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant du véhicule. Et donc, effectivement, en fin d'année, il faudrait faire normalement une régularisation en fonction du carburant qui a été pris en charge quand vous êtes sur les 67%. Et on pourrait croire à tort que, comme on est sur le forfait, le carburant, on ne le compte pas et on part que sur le coût d'achat du véhicule. Mais ça ne vaut que quand on l'a acheté et non pas quand on l'a loué. Mais comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de clients qui ne font pas ces cumuls, pas ces régules. En gros, ils ont un véhicule loué à 14 000 euros par an, ils divisent par 12 et puis ils font 67%, point barre, toute l'année. Et beaucoup de contrôleurs URSSAF ne redressent pas parce qu'ils ont pas, ils comprennent. Voilà, ils maîtrisent pas forcément la règle. Mais Très normalement, bien, on est censé Maxime. tout rajouter. Très bien, Voilà. Maxime. On a largement dépassé, mais c'est un sujet important. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on y répondra avec plaisir par mail. Et si c'est terminé, je vous propose de nous rejoindre le mois prochain sur le prochain webinaire d'actualité qui sera, comme toujours, le troisième mercredi du mois. Voilà. Bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de journée et puis à bientôt.